Salut à tous, bienvenue ou re-bienvenue pour ceux qui ont vu la première vidéo sur le codex, pour cette vidéo consacrée 100% au fluff du nouveau codex Chaos Knight. Donc je vais pas vous le cacher, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant dans les codex, c'est vraiment plus le côté historique. J'ai envie toujours qu'on apprenne en fait des petites choses en plus, plutôt que vraiment les règles au sens propre, où et étant donné, comme je joue de plus en plus à des tas de jeux différents, que je découvre de plus en plus de choses, j'ai un peu moins le temps de jouer à 40 000 automatiquement, et du coup les règles ça devient un petit peu compliqué. Il y a tellement de couches qui viennent se superposer que ça devient vraiment très compliqué. Autant dans les débuts c'est vrai que je me sentais vraiment à l'aise, là maintenant aller partir dans des... j'ai pas une vision qui est assez nette par rapport surtout à ce que vous pouvez trouver ailleurs, hein. Si vous voulez avoir des analyses, tout ça, vous allez sur les autres chaînes. Les analyses sont bien plus pointues par des joueurs qui sont beaucoup plus concentrés sur 40 000. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je vais pas m'y aventurer. Par contre, le fluff, ça, je kiffe bien et j'ai vraiment plaisir à le partager avec vous. Et je sais que vous aimez ça aussi. Donc du coup, voilà, on va se faire plaisir avec une vidéo fluff. Et on en profite aussi pour commenter un petit peu cette image qui est plutôt sympathique. On voit encore une fois le pauvre. Alors c'est un terrine en plus, moi c'est mes chevaliers à moi, c'est ma maisonnée à moi, ça me fait mal au cœur. Mais voilà. Il se fait battre un petit peu en même temps, il s'était en surnombre, mais bon, ça n'aurait pas dû jouer. Puis là, on voit le destin final. J'aime bien cette petite trappe ouverte là, où on sent que le cultiste va aller récupérer ce qui reste en fait du noble à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Guerrier des maisons renégats, donc ça c'est pour vous expliquer ce que c'est que les chevaliers du chaos, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui n'existait pas un petit peu avant, malgré le fait que les chevaliers étaient là. Alors il y avait eu dans le White Dwarf, et puis il y avait eu Renegade qui était sorti. Renegade d'ailleurs, qui était un excellent jeu aussi. Moi je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de chez Games. Après ça n'a pas été poursuivi. Pourtant ils avaient sorti dans le White Dwarf un truc pour le Gorkanaut, et puis un truc aussi pour la Storm Surge, je crois, et ainsi pour le Chevalier Fantôme. Donc au final, c'est quand même, il y a pas mal de choses. Moi, j'attendais un truc pour les Tyrannides aussi, mais il n'y a pas eu. Mais c'était un jeu que je vous invite aussi à découvrir. J'avais dit qu'un jour, je ferai un rapport de bataille aussi. Je trouve pas le temps, tout simplement. Donc dans cette partie, on vous rappelle un petit peu ce que c'est que les chevaliers, comment ils sont venus à être créés. Alors, il y a une petite chose qui m'embête un petit peu. Alors c'était bien sûr avant, on va refaire un petit récapitulatif, c'était avant que l'empereur apparaisse sur la Terre et réunifie l'humanité. C'était une époque où la Grande Croisade, tout ça, ça n'existait pas, l'empereur n'existait pas, enfin pas sous une forme, on va dire, telle qu'on le connaît maintenant ou qu'on l'a connu dans la Grande Croisade. Et donc du coup, l'humanité s'est répandue à travers les étoiles. Et dans les vaisseaux qui justement partaient avec les colons, il y avait en fait les schémas de construction standardisés qui permettaient d'avoir accès à une technologie assez simplifiée et de pouvoir construire justement ces châssis-là. Alors ce que je trouve assez étonnant, c'est que les chevaliers n'existaient pas avant justement cet exode en fait de l'humanité. Et bon, je trouve ça un petit peu étonnant le côté tiens, on va mettre des chevaliers dans les schémas de construction qu'on va envoyer dans l'espace, mais on ne les utilise pas sur Terra. Je trouvais ça un petit peu étonnant. Vous voyez, dans la logique, je pense que s'ils avaient accès à ce schéma-là, ils auraient pu aussi le développer sur Terra, sans... Bon voilà, maintenant c'est pas le cas. Alors après, bien sûr, dans l'historique, c'est un petit peu plus sympa. On a ce côté un petit peu mystique, de technologie oubliée, de trésors à travers les étoiles. Donc bien sûr, c'est un petit peu plus romanesque. Alors, les chevaliers, c'est alors c'est pas une machine intelligente parce qu'il n'y a pas d'IA à sens propre, mais les chevaliers de cette taille-là ont ce qu'on appelle le trône Mechanicus et le trône Mechanicum, pardon. Le trône Mechanicum, en fait, possède une conscience, mais cette conscience, elle est constituée de tous les anciens pilotes qu'il a pu avoir. Et là, on a vraiment la notion de fantôme, justement, qui sont les anciens nobles qui ont contrôlé en fait le titan, et le chevalier, pardon. Et c'est aussi assez important parce qu'il y a tout le rituel d'adoubement. Alors l'adoubement, comment ça se passe? Une fois qu'on est jugé digne, et qu'on est un noble déjà, et qu'on est jugé digne de recevoir en fait une armure, de rentrer dans un titan, et bien simplement on va devoir aller dans une salle un petit peu spécifique, et on va s'asseoir en fait et être connecté directement par les synapses,
etc. Donc c'est une connexion un petit peu comme ce qu'on voit un petit peu dans l'Imperium avec les Titans, c'est ce même système, c'est-à-dire une sorte de fusion entre le cerveau et puis les connexions électroniques. Cette fusion en fait entre les deux pour permettre une osmose parfaite et que ce soit une extension en fait simplement du pilote et pas simplement une machine qui va piloter. Voilà. Donc par contre, eh bien, dans ce passage-là, le trône en lui-même et tous les fantômes en fait qui le composent vont essayer de tester et faire une sorte d'épreuve. Alors c'est une épreuve mentale. On va tester en fait la ténacité, la volonté de l'aspirant pour savoir si il a l'honneur, il va recevoir l'honneur de pouvoir contrôler un titan, je vais pas y arriver, un chevalier. Et ce qui est assez étrange, c'est que normalement, c'est censé assurer l'obéissance presque aveugle et du noble passe à sa maisonnée. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé ni aller du côté du chaos, ni devenir un free blade. Malgré tout, eh bien, certains individus, ou du fait des résidus des consciences, vont quand même choisir le côté obscur de la force. Alors pour ceux qui se posent la question, il y a continuellement en fait des maisonnées de chevaliers qui passent du côté du chaos. Et c'est pas uniquement au moment de l'hérésie de Horus où certains ont choisi leur allégeance, c'est continuellement à force, et surtout maintenant qu'il y a la cicatrice Maledictum, eh bien il y a des mondes chevaliers qui ont été plongés directement en fait en contact plus direct avec le Warp, et ça a corrompu en fait leur allégeance et puis leur façon de voir les choses. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, et ça va être justement la différence entre les maisonnées iconoclastes et les maisonnées infernales. Après là, on vous parle juste aussi des Dread Blade. Les Dread Blade, c'est l'équivalent des Free Blade, sauf que c'est du côté du chaos. Donc c'est un noble qui tout simplement décide de quitter en fait sa maisonnée, de faire cavalier solitaire, et puis soit du côté de l'Imperium, soit du côté du chaos. Alors là, c'est pareil, on peut toujours se demander comment le noble réussit malgré tout à avoir le soutien en fait logistique, parce que sans tous les sacristains pour justement réparer, entretenir, etc., c'est un petit peu compliqué pour lui, même pour s'échapper de la planète, pour voyager, il a besoin de vaisseaux. Donc j'ai toujours un petit peu du mal à imaginer le chevalier qui du coup réussirait à voler en loose day comme ça une navette de transport avec tout l'équipage qui va bien, voyez. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que on vous décrit ça genre il part dans un combat, etc., et puis ça le rend fou, et puis on le renvoie jamais, et puis après on le renvoie sur d'autres champs de bataille, etc. Bon, je pense pas que l'armure de chevalier puisse passer inaperçue dans un carton d'un vaisseau de débarquement, donc voilà, ça c'est une partie moi qui me choque un peu, mais ça c'est mon défaut, je cherche un petit peu trop la logique parfois et je me laisse pas assez guider. Alors là on va se laisser un petit peu plus guider. Alors, l'héritage de trahison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le noble qui va être à l'intérieur en fait de son trône Mechanicum, il va être soumis en fait aussi à des impératifs. Donc, il a un devoir d'obéissance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les maisonnées, eh bien du coup, elles-mêmes ont fait des pactes, en fait, des vœux d'obéissance avec soit le culte Mechanicus, soit des légions titaniques, soit l'Imperium lui-même, soit aussi des forces de l'Adeptus Astartes. Et elles se trouvent un petit peu obligées en fait de les suivre, quel que soit en fait leur choix, par loyauté en fait. Et c'est là où justement le chaos peut insidieusement venir corrompre en fait l'âme des nobles chevaliers. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit aussi pourquoi les mondes chevaliers sont les mondes qui ont le mieux résisté justement au passage du temps et qui sont restés assez loyaux à l'Imperium malgré le fait qu'ils étaient soumis aux tempêtes du Warp, aux agressions des Xénos, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans les mondes qui avaient la chance justement d'avoir des schémas des SCS, on va abréger, qui permettaient de faire des chevaliers, et bien du coup ils ont construit évidemment ces chevaliers. Ces chevaliers au début, ils avaient en fait deux rôles, déjà protégés évidemment, et deuxièmement, ils étaient aussi utilisés un peu comme des tracteurs ou des machines qui permettaient de bouger des charges lourdes, de faire du terrassement, etc. Et c'était des engins un peu de travaux. Donc là bien sûr maintenant on n'a que la version guerrière qui est restée à 41e millénaire, mais on pourrait tout à fait imaginer la même chose avec ici des bras de manutention, là une grue, ça pourrait être assez sympathique d'ailleurs sur un petit diorama de faire ce genre de choses si vous avez envie. Moi je serais curieux de voir ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui se trouvaient les plus aptes à les contrôler se sont retrouvées aussi être les personnes qui avaient la plus forte propension à entre guillemets dominer en fait leurs semblables. Et de fil en aiguille, étant donné qu'il y avait
ce côté moi j'ai la force, je peux protéger, il y avait un sentiment aussi de respect et puis de domination qui s'est installé et il y a une noblesse qui s'est développée un petit peu partout. Et justement, le trône Mechanicum, qui est là pour s'assurer de la loyauté, en fait, privilégiait justement ce type de personne. Et ce sentiment était encore plus exacerbé une fois que le noble faisait corps avec la machine et fusionnait un petit peu avec l'esprit de la machine. Ce qui fait que de fil en aiguille, voilà, on s'est retrouvé avec une noblesse et puis des vassaux tout simplement qui obéissaient et on avait les seigneurs de la planète qui étaient justement ceux qui contrôlaient en fait les chevaliers. Alors ce qui se passe, c'est que ce sentiment aussi était un petit peu xénophobe, donc dès qu'il y avait une menace xéno, tout de suite elle était éradiquée. S'il y avait des mutations, et bien tout de suite c'était pareil, hein, c'était zéro tolérance. Et c'est cette zéro tolérance en fait qui leur a permis justement de passer en fait les différentes épreuves et puis de survivre un petit peu à tous les problèmes qu'ont pu connaître en fait l'humanité. Parce que sur d'autres planètes, il y a eu bien sûr les hommes de fer, donc les hommes de fer c'est une intelligence artificielle, donc il y a eu une grande guerre qui a mis à mal en fait l'impérium, enfin c'était pas l'impérium encore, mais l'empire de l'humanité, toute l'humanité d'ailleurs, sauf bien sûr sur les planètes où il n'y avait pas de robots pensants, pas de machines pensantes, justement les mondes de chevaliers, et c'est ce qui a permis au monde de chevaliers de justement bien se débrouiller, établir des réseaux de communication, et puis comme ça faire leur petit système à eux, tranquille et un petit peu sûr. Ce qui fait que quand justement l'empereur a lancé la grande croisade, et bien du coup il a redécouvert des mondes qui partageaient en fait cette vision-là, parce que la vision de l'empereur c'était... alors on n'est pas sur du taux où on va offrir un petit peu de diplomatie, mais c'était vraiment la suprématie. C'était pas une flotte pacifique, hein, la flotte de la Grande Croisade, c'était une flotte de guerre. Il y avait le maître de guerre, vous voyez, toutes ces notions-là, on est dans quelque chose de très belliqueux. Et l'idée, c'était soumettre ceux qui ne voulaient pas, éradiquer le xéno et puis effacer toute trace un petit peu d'autres espèces plutôt que l'humanité. Et justement, les maisonnées de chevaliers se sont retrouvés un petit peu dans ces concepts de rectitude. Et en voyant l'empereur, et bien du coup reconnaissait son destin en tant qu'empereur justement de l'humanité. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Parfois on peut se dire que c'est un petit peu étonnant en fait que les maisonnées reconnaissent aussi bien l'empereur, puisque c'était quand même des entités assez isolationniste en fait, hein, qui laissait pas d'autres venir justement, mais bon voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'aube de l'hérésie, évidemment, donc avec l'hérésie d'Horus, et bien voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, il y a des maisonnées qui se sont retrouvées un petit peu obligées de suivre en fait leur serment de loyauté, mais qui les emmenait du côté des forces du chaos, donc c'était pas forcément facile. Après, bien sûr, il y avait les seigneurs aussi qui, eux, étaient directement corrompus, qui se sont laissés corrompre par le chaos, donc là, ils se sont révélés, etc. Donc c'était une période un petit peu de tri. On va retrouver un petit peu ce qu'on a trouvé à travers tout l'impérium à cette époque-là, avec aussi des purges. Je vous lirai, si j'y repense tout à l'heure, il y a une histoire qui est un petit peu sympa, où justement, sur certaines maisonnées, eh bien, ceux qui avaient un petit peu du mal, et qui contestaient en fait les actions de leurs frères, du coup se retrouvaient un petit peu en première ligne sur des boucheries, et bien sûr, ils ne revenaient pas du combat, mais voilà, c'était bon débarras. Donc c'est ici qu'on vous détaille en fait la différence entre les maisons iconoclastes et les maisons infernales. Alors maison iconoclaste, c'est ce que je vous disais en fait, c'était les nobles qui se retrouvaient un petit peu le cul entre deux chaises, entre il faut que j'aide l'humanité, mais en même temps il faut que je suive mes serments d'allégeance, etc. Et du coup le trône, l'esprit de la machine, lui aussi luttait, parce que il se rendait bien compte aussi qu'il y avait une ambiguïté qui était assez compliquée, et donc ça torturait en fait mentalement le noble qui pilotait en fait le chevalier, et ce qui pouvait les conduire en fait à la folie. Et après il y avait plusieurs voies, et on pouvait trouver aussi la voie de la damnation où du coup tout simplement il perd complètement le contrôle de lui-même, et puis il passe dans ses plus bas instincts avec l'esprit de la machine, ils font plus qu'un, ils fusionnent ensemble, et puis ça devient des entités de destruction tout simplement. Après, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'on vous donne une idée aussi que certains chevaliers, en fait, sont passés en mode destruction absolue, mais que ce soit à l'encontre de l'impérium ou du chaos. C'est-à-dire qu'en fait, leur but, c'était vraiment de causer le plus de dommages possible, sans pour autant avoir une allégeance. Voilà, ça peut être aussi sympathique si vous voulez vous faire un free blade, par exemple, qui puisse passer et dans votre armée loyaliste et dans votre armée du chaos, eh bien le fluff vous le permet.
Donc ça c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent au fluff quand ils font leur partie, mais j'espère que vous êtes nombreux. Et pour les maisons infernales, donc là c'est un petit peu plus différent, c'est une perversion par le biais du chaos de chevaliers qui vont être capturés par exemple, où on va essayer d'étudier en fait au maximum les capacités du warp associées à la technologie des chevaliers pour en faire des sortes de chevaliers un petit peu possédés. On a cette notion vraiment où le chaos est bien plus présent. C'est-à-dire que sur les iconoclastes, ça va être humain, mais avec une volonté de servir les dieux du chaos. Tandis que dans la version infernale, il y a une fusion entre l'humain et la machine et le démon. On peut avoir des possessions en fait démoniaques, et puis bien sûr après le trône, lui aussi passe en mode un petit peu utilisé par les démons, etc. Donc c'est là où on peut se faire plaisir aussi en conversion pour pas mal de choses. Donc voilà, ensuite ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. On vous parle un petit peu des dieux du chaos, voilà. Et puis on va un petit peu avancer. Donc dans cette partie-là, on va vous compter un petit peu l'évolution du chevalier, c'est-à-dire que au fur et à mesure, la machine va se corrompre, il va y avoir des pics qui vont sortir, le corps du noble va être aspiré plus ou moins par le trône, et c'est tout ce schéma-là en fait. Donc vous voyez des pics qui sortent, un petit peu ce qu'on trouve aussi tout simplement avec les Space Marines du chaos et leur armure qui fusionnent ensemble. Là, ça va être un petit peu la même chose. Et puis on vous décrit aussi le côté perversion en fait de l'esprit de la machine et du trône qui devient, qui soit va avoir une allégeance vraiment sur un dieu du chaos, ou alors soit va être obsédé par un aspect de la guerre, et bien sûr, qui dit obsession dit forcément dieu du chaos. Donc voilà, le chemin de la damnation, tout simplement. Bon, je passe un petit peu, ça c'est les héraldiques, ça c'est quand vous voulez choisir en fait vos figurines. Ensuite, on va placer sur les différentes maisonnées, et puis on va pouvoir la regarder un petit peu en détail. Alors après, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc ça va être très succinct. Tout simplement, c'était une maisonnée qui a choisi le maître de guerre en fait pour être le réceptacle de sa loyauté. Et bien sûr, quand le maître de guerre est passé du côté des forces du chaos, et bien du coup, bien sûr, ils l'ont suivi. Et puis, ils ont cherché justement à s'adjoindre en fait plutôt à lutter aux côtés de la Black Legion, puis dans un deuxième temps, en fait, va renier aussi cette allégeance à la Black Legion, parce qu'il considère que, étant donné que la Black Legion a abandonné en fait le corps d'Horus, et bien du coup n'est pas digne en fait du respect qui lui est dû, mais malgré tout, on vous dit quand même que là, on a pu voir quelques forces de la maison Lucaris qui étaient alliées à Abaddon lui-même, voilà. Donc, est-ce que, voilà, il y a un pacte ou pas? On ne sait pas, c'est mystérieux. Et voilà, si vous jouez Black Legion, c'est un schéma de couleur qui peut être sympa pour vos titans alliés, enfin vos chevaliers alliés. Je vais dire en plein de fois titans, pardon. Alors, maison Herpétrax. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que cette maison, en fait, elle n'a jamais jamais voué son allégeance en fait à l'Imperium. Parce que au cours du temps, ils ont reçu beaucoup de visites d'émissaires et puis tout le monde se faisait passer pour l'empereur de l'humanité, etc. Et puis du coup, ils ont dit non, non, on évacue tout le monde, et donc ils sont restés loyaux uniquement à eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est que bien sûr ils ont attaqué l'Imperium dans la Grande Croisade, et puis alors qu'ils se sont fait attaquer eux-mêmes, le Warp s'en est mêlé, et le Warp est venu interférer pour que justement ils ne se fassent pas complètement raser par les forces de l'Imperium, et puis maintenant ainsi du coup ils se battent du côté du chaos. Après, une petite parenthèse, là ici vous avez à chaque fois une petite historique en fait du dirigeant en fait, on va dire, de la maisonnée. Et en fait, ils ont accentué le côté, il n'y a pas que des hommes en fait qui pilotent, et au contraire, il y a beaucoup de femmes. Et je crois même qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont à cette position-là que d'hommes. À chaque fois, je crois que sur les 6, il doit y en avoir 4, un truc comme ça, enfin je vous le fais de tête. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de justement rajouter en fait des personnages féminins, et de pas rester que sur justement le côté un petit peu, c'est toujours pareil, c'est les gars, les chevaliers, etc. Et là, le côté chevaleresque, mais peu importe que ce soit un gars ou une fille, je trouve ça assez sympa. Ça mélange un petit peu les genres, et puis voilà, si ça peut ouvrir un petit peu le hobby aussi, faire un petit peu moins macho, il y a du boulot, mais du coup ça, je trouve ça assez intéressant. Et je l'ai remarqué dans un autre codex aussi, donc c'est voilà, c'est un petit geste appréciable, je pense. Alors ensuite, maison Chimère. Alors la maison Chimère, c'est assez spécial. Donc c'était une maison qui était toujours loyale en fait à l'Imperium, et puis quand la cicatrice Maledictum s'est ouverte, il y a eu des forces de Chimère qui sont venues attaquer en fait les domaines de l'Imperium. Donc bien sûr, quand la croix d'Indomitus a retrouvé en fait la trace de la maison Chimère, ils les ont attaqués, mais ils se sont pas défendus.
et ils ont essayé de communiquer en disant ben, nous on aurait toujours été loyaux à l'Imperium, il n'y a aucune raison de se faire attaquer, et c'était assez étonnant, mais malgré tout, comme ils se faisaient quand même attaquer, ils ont réussi à s'échapper dans la Grande Faille, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voyagé dans le temps pour ressortir en fait à ce moment-là. Donc on est dans le paradoxe temporel, c'est assez amusant, c'est comme ils se sont fait attaquer par la croisade Indomitus, et bien du coup c'est ce qui les a fait passer du côté du chaos, et comme ils étaient du côté du chaos, ils ont attaqué l'Imperium, c'est ce qui a déclenché la colère de la croisade Indomitus, et ça boucle. Voilà, donc du coup c'est assez sympathique, voilà. Alors pour la maison Vextrix, alors c'est assez simple, hein, c'était des loyaux défenseurs en fait, ils avaient donné leur allégeance à la Légion Mortis, Légion Titanique, et bien sûr comme la Légion Mortis est passée du côté du chaos, et bien ils ont suivi tout simplement avec la dévotion, voilà, dévotion éternelle, et donc ils ont embrassé en fait les forces du chaos. Et puis eux, leur particularité, c'est qu'ils cherchent vraiment à fusionner le plus possible et à acquérir en fait le plus de puissance grâce justement aux énergies du warp. Ensuite on continue. Là, voilà, donc maison Commentis. Alors là on vous apprend que cette maison avait une grande tradition de chasse en fait aux monstres, un petit peu comme ce qu'il y avait sur Caliban, hein, pour ceux qui voient. Donc du coup vous avez des grandes bestioles qui étaient là, et les chevaliers venaient justement lutter et chasser en fait ces créatures. C'était aussi une des raisons de leur existence à l'origine. Et en fait, quand il y a eu la grande croisade, et bien du coup tout ce monde en fait et toute cette faune s'est fait détruire par le Mechanicus, parce que le Mechanicus, bon, on n'est pas dans le top de l'écologie, donc du coup ils ont réduit en fait toute la faune, enfin ils ont détruit toute la faune, détruit toute la flore, et du coup ils n'avaient plus en fait de créatures à chasser. Par contre après, quand il y a eu une incursion démoniaque, et bien du coup on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au sortir de cette incursion démoniaque, et bien du coup la maisonnée Commentis était passée du côté du chaos. Et donc maintenant, on vous apprend simplement qu'ils continuent de nouveau leur jeu de chasse, sauf qu'ils le font contre des démons. Voilà. Bon après c'est un petit peu succinct, mais vous avez que, vous voyez, une petite cinquantaine de lignes, donc c'est vrai qu'on ne peut pas sortir des trucs de folie, mais ça permet quand même de développer un petit peu l'imaginaire, et puis de se baser en fait là-dessus pour développer après votre maisonnée si vous avez envie. Et puis c'est ça l'idée, hein, c'est de faire une petite amorce, et puis comme ça après faites-vous plaisir, hein, sur le fluff. Hein. Alors ensuite vous avez toute l'histoire un petit peu de certains Dreadblade, donc si vous avez envie de vous faire vraiment un chevalier qui a un fort caractère, voilà, vous avez le schéma de couleur qui va bien. Si vous n'avez pas envie d'en inventer un, mais vous avez envie de reprendre un de ceux-là, voilà. Alors lui, de tête en fait, c'était un des derniers survivants qui était capturé. Ils se sont fait torturer, et puis lui c'était le dernier vraiment à survivre après des années de torture, et puis du coup il est passé du côté du chaos, en mode tout ce qui l'intéresse c'est de détruire, et puis voilà. Celui-ci, en fait, il luttait contre les tyrannides, et puis il avait tellement une rage de destruction et une soif de sang que les dieux du chaos l'ont sauvé, et maintenant il apparaît à chaque fois qu'il y a des mares de sang immenses dans le warp, etc. Et puis il vient se battre, surtout quand il y a des tyrannides, voilà, c'est rancœur. C'est bien aussi de mêler un petit peu les autres factions et de ne pas être trop sur que l'Imperium, chaos Imperium. C'est vrai qu'il y a d'autres factions, et je trouve que c'est un petit peu dommage d'ailleurs qu'il n'y a que ce petit passage là où on vous parle un petit peu des tyrannides. On aurait pu parler des Eldari évidemment, des Tau aussi avec le duel de technologie. Je pense qu'il y a des petites choses qui n'ont pas été exploitées, peut-être pour un prochain, mais j'aurais bien aimé qu'à travers voilà, un petit Dreadblade, on dise lui justement il était en lutte pour prouver de la suprématie de son châssis par rapport aux créations Xeno, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Bon, je vais passer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Si celui-ci il est assez intéressant, j'aime bien. Donc du coup, lui il faisait partie en fait des Hawkshrud, donc qui est une maison loyaliste. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors comment on va le retrouver? Je sais pas si c'est ici ou un petit peu plus loin. Je crois que c'est un petit peu plus loin, mais je vous le raconte là, tant que j'y pense. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a attaqué en fait un monde forge, et où c'était un monde, je sais plus, bon, peu importe. Il attaque une place de l'Imperium, et en fait l'Imperium fait, je comprends pas. Du coup, c'est le blason un petit peu Hawkshrud, comment c'est possible? Et donc du coup ils contactent un monde du Mechanicus, et ils disent on se fait attaquer par un chevalier de la maison Hawkshrud, et du coup le monde forge dit c'est une hérésie, vous ne pouvez pas vous faire attaquer par les Hawkshrud qui sont loyalistes, donc surtout n'ouvrez pas le feu, ce serait une grave atteinte à l'honneur, etc. Et donc du coup le chevalier terrasse tout le monde, et puis voilà. Et je trouvais ça assez rigolo en fait. Après on peut se dire qu'il y a toujours
peut-être pas un commissaire, mais enfin il y a toujours quelqu'un pour retourner la situation. C'est un petit peu exacerbé, mais bon voilà, on avait ce côté un petit peu sympathique de je retourne ma manche et je garde un petit peu Enfin, je retourne ma veste et puis je garde un petit peu mon hilaradique, comme ça je peux en profiter. Alors, Litania de Destruction, c'est celui qui était aussi dans Renegade, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez un petit peu son descriptif. Donc là, la carte de la galaxie, c'est simplifié avec les mondes des chevaliers. Voilà, je vous laisse regarder. Nous, on va passer. Et puis là, je vais vous prendre aussi quelques petits points de passage que moi, j'ai trouvé assez sympathiques. Alors déjà, on peut commencer ici avec Gilded King. Sur Aurelion Major, un Knight du nom de Gilded King est pour la première fois piloté. Cette inauguration est consignée sur d'immenses bas-reliefs gravés dans les escarpements dorés qui scènent l'équateur de la planète. Voilà. Donc on a le nom du premier chevalier. Voilà. Donc c'est un petit truc assez sympa. Alors là, il y a un passage qui, moi, m'inspire vraiment. J'hésite même à vous le lire complètement. Je vais vous faire zoomer, comme ça vous pourrez le lire. C'est assez sympathique. Mais ça parle du Caco Dominus, qui était un cyborg extraterrestre doué de pouvoirs psychiques et qui a réussi à contrôler 17 Dreadblade et du coup leur a donné à chacun une mission. Donc il y avait... aller trouver une technologie enfouie, etc. S'occuper de Kairos. Kairos, vous savez, c'est le démon qui est un des bras droits de Tzeentch. Donc bonne chance pour cette mission. Et du coup, l'Imperium a réussi à vaincre le Caco Dominus. D'ailleurs, ça, j'ai pas trop d'infos sur ce passage-là. S'il y a un roman qui existe, qui parle justement de là-dessus, eh bien, je vous serais très reconnaissant si vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà, merci à vous. Et puis, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que le Caco Dominus a été détruit, mais malgré tout, en fait, les Dreadblade ont gardé en fait cet impératif de mission et continuent à essayer d'accomplir cette mission malgré en fait justement la défaite. Après, je vais pas tout vous lire, mais il y a des petits points de passage qui moi me parlent bien. La cicatrice Kryn ici, on sait que il y a sur les mondes Kryn, du coup, en fait, il y a des maisonnés qui se sont attaqués en fait aux bases des cités ruches pour aller fouiller et extraire le plus possible d'informations et puis de choses. Et en fait, la base des cités russes, c'était justement en fait les vaisseaux de colonisation dans l'âge d'expansion de l'humanité. Et puis du coup, eux, ils cherchent à justement retrouver en fait toutes ces technologies perdues. Et je dois dire que c'est quelque chose que je trouve assez sympathique. Vraiment, ça c'est un côté de 40 000 moi qui me plaît bien, le côté technologie perdue avec vous allez chercher et puis un petit peu comme les archéologues de maintenant trouver des choses qui là pourrait être plus avancé technologiquement, donc vraiment le côté trésor un petit peu. Donc voilà, j'aimais bien cette partie-là. Alors là, quand même, on vous parle un tout petit peu des Eldar noirs. Donc simplement, en fait, vous avez des lances de chevaliers, donc c'est-à-dire c'est des groupements qui attaquent en fait un portail et se retrouvent à Comorragh. Et le grand seigneur de Comorragh, gentiment, va simplement isoler la partie de la cité qui se fait attaquer, comme ça, du coup, la cabale opaque qui l'occupait, du coup, nettoyée. Voilà. Donc voilà comment on règle les problèmes. Comorragh, c'est plutôt pratique. Donc l'appel du fléau, c'est bien sûr Abaddon qui va essayer de lancer sa 13e croisade noire, et du coup c'est un petit peu le signal un peu pour toutes les forces du chaos, et bien sûr les maisonnés, que le temps est venu de justement battre l'Imperium et puis de le mettre à bas une bonne fois pour toutes. Donc du coup c'est là où on a en fait toutes ces maisonnés qui sortent un petit peu de l'ombre. C'est un petit peu ce qu'on a maintenant avec pourquoi on n'avait jamais vu de chevalier du chaos avant, et ben voilà, parce que du coup ils attendaient un petit peu l'horreur, et là maintenant c'est normal, on va les voir de plus en plus. Après là je vais vous parler du tournoi de Vigrid. C'est dur de choisir parce que chaque petite histoire est un petit peu sympa, donc j'espère qu'encore une fois vous pouvez lire si vous avez envie. Et donc du coup c'était simplement en fait les dieux du chaos qui s'opposaient sur Vigrid et qui se sont dit au final ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement prendre des champions et puis les mettre dans une arène et puis voir un petit peu qui s'en sort. Et donc la maison de Lucaris qu'on a vu un petit peu au début, la première maisonnée, du coup elle a envoyé en fait 4 knights justement pour se battre dans cette arène. Et en fait il s'est avéré qu'ils étaient sous l'influence de Tzeentch et donc ils ont réussi à détruire un petit peu tout le monde et s'enfuir au dernier moment. Voilà, encore une fois, victoire de Tzeentch. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté un petit peu de manipulation où vous avez cette force obscure qui est là et qui peut jouer un petit peu, là c'est assez rigolo. Et après ça aussi c'est un passage assez fun, donc du coup fausse idole, pourquoi? Parce qu'on avait un Rampager Death Saber qui du coup s'équipait en fait, arrachait la peau de ses victimes et puis du coup la mettait en fait sur lui. Et au bout d'un moment, il était tellement recouvert de peau que des dépeceurs Necrons,
les Flayed One, sont arrivés et l'ont pris en fait pour leur idole, parce que c'était aussi une machine qui était recouverte de peau, donc ils se sont retrouvés à travers cette idole du coup, et lui-même, le chevalier, n'a pas fait attention que du coup, ben, c'est les gens qui le suivaient n'étaient plus forcément humains, mais c'était des Nécrons en fait. Voilà, il y a ce petit côté un petit peu rigolo. Puis on termine avec c'est la guerre, les chevaliers, vous allez en voir partout. Voilà. Donc on termine là-dessus. Donc ça c'est l'illustration toujours de Renegade. Renegade, encore une fois, si vous avez l'occasion d'y jouer ou de retrouver simplement les règles, maintenant que de plus en plus de monde a un chevalier, je vous encourage vraiment de faire une partie parce que c'est vraiment un superbe jeu. Alors là, je vais passer assez vite. C'est simplement, on vous dit voilà, le Desecrator, c'est ce type de chevalier. Les gens qui le pilotent vont avoir des tendances un petit peu plus à la domination, etc. Bon, je pense que c'est bien de vouloir dire qu'il y a des styles de combat en fonction justement des... en fonction des armes, mais de là à dire que tous les combattants de ce style-là vont adopter ce type-là de chevalier. Bon, c'est histoire de rajouter un petit peu du texte, mais là je trouve que ça fait un petit peu plus artificiel. Donc le Rampageur, si lui, il y a quand même un petit passage assez sympathique, c'est que c'est une vraie machine de destruction, on l'envoie, et puis il fonce sur le champ de bataille et il détruit tout. Et le problème, c'est que si, un petit peu comme un Karn, s'il a Karn le Félon, s'il n'a pas d'ennemis à abattre, bah, du coup il va abattre ses propres alliés. Et donc ce qu'on vous dit, c'est que souvent les forces du chaos font en sorte de l'emmener vraiment là où il y a le plus de dommages, afin que lui-même se fasse en partie détruire, parce que il trouve ça bien plus facile de transporter l'épave d'un Knight Rampager plutôt que de le contraindre à le quitter. Voilà, donc ça c'est un petit côté rigolo pour l'histoire. Puis l'image est assez bien faite. Et puis les Knights corrompus, c'est simplement, on vous dit, bah voilà, vous avez aussi les chevaliers qui ont beaucoup moins de mutations, donc si vous avez l'ancien chevalier, parce que le kit n'était pas encore sorti, etc., bah ça passe sans aucun problème. Donc les Despoilers, c'est les Questoris classiques, les Tyrans, c'est voilà ici le Valiant, et puis j'aurais pu me rappeler de l'autre, et les War Dogs, c'est les Armigers, tout simplement. Et les idolâtres, ici, c'est les sacristains, c'est-à-dire ceux qui s'occupent en fait de lier, de réparer en fait le chevalier, de l'entretenir, etc. Donc tous les suivants. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc vous voyez ce fluff, il y avait des petites choses sympathiques. Après, il n'y a pas eu de grosses révélations, si ce n'est que ils étaient gentils, ils sont passés du côté obscur, même si malgré tout, normalement, le trône Mechanicum qui est à l'intérieur devait assurer en fait la loyauté indéfectible des chevaliers. Bien, malgré tout, avec le poids des années, les tueries, etc., ou les ambiguïtés, à savoir, il faut que je suive absolument telle légion titanique, mais la légion est passée du côté du chaos. Que dois-je faire? Je suis tiraillé, je deviens fou, je cède à mes pulsions, et du coup, ainsi de suite, etc. Voilà. Donc, on n'a pas eu trop d'informations, mais voilà, c'est quand même sympa. Après, ça tient la route, mais c'est assez succinct, donc du coup, il n'y a pas non plus trop d'ambiguïté. Si ce n'est, encore une fois, vous voyez, les Free Blade et puis les Dread Blade, je me demande toujours comment ils peuvent réussir. Si vous avez aussi des informations là-dessus, je suis assez preneur, parce que je les vois mal quitter le champ de bataille et puis réapparaître, si ce n'est celui-ci, justement, où on vous explique qui rejaillit en fait de sortes de mini-fire warp, etc. Là, pourquoi pas? Un petit peu comme la Légion des damnés, mais ceux qui s'en vont en quête de gloire tout seuls, un petit peu plus dubitatif, voilà. Mais malgré tout, c'était sympa de refaire un petit peu une vidéo fluff pour vous. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme je l'ai dit, le fluff c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de choses en tête. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu malgré tout. Je vous laisse sur ces quelques illustrations et puis je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà, salut!